ça peut être long, des études d'impact, etc. Mais ce que j'appelle diagnostic écologique, c'est pas réglementaire, c'est ce qu'on conseille de faire avant un projet. Et ça comprend plusieurs étapes, notamment faire l'effort de collecter les données qui existent sur un territoire. Parfois, vous vous implantez quelque part et sans le savoir, il y a eu déjà une étude sur les oiseaux, sur les batraciens, sur les chauves-souris, par exemple. Et récupérer ces études-là, ça peut vous éviter d'avoir à détruire des habitats ou au contraire prendre en compte, l'utiliser comme capital sympathie dans le projet. C'est aussi faire des inventaires complémentaires. On parle souvent d'inventaire 4 saisons. Les espèces, elles sont présentes toute l'année à des moments différents. L'idée, c'est de couvrir au maximum les 4 saisons avec des protocoles standardisés pour rien oublier, pour rien laisser passer et savoir exactement qui vivait là avant que nous, on s'implante. Une autre étape, c'est l'étude des sols, j'y reviendrai. On associe souvent le sol au foncier. Le sol, c'est aussi un compartiment vivant. Et mieux connaître les sols, vous verrez, ça peut rendre des services pour prévoir l'emplacement des jardins, pour éventuellement prévoir les endroits où on veut faire de l'agriculture urbaine, pour infiltrer l'eau aussi. Si on connaît bien ces sols, on va pouvoir prédire l'infiltration de l'eau à la parcelle dans des aménagements végétalisés. Il y a aussi une étape de connaissance des continuités écologiques, les fameux corridors écologiques. Un des aspects négatifs du bâtiment, c'est quand on construit, on va fragmenter le paysage et donc couper les paysages en deux. Et il y a un aspect éminemment important, c'est maintenir ces corridors écologiques au sein du projet, voire au-delà du projet. Voilà, et puis des dimensions environnementales plus classiques, de bioclimatisme et des dimensions humaines qu'on peut aussi prendre en compte et qui vont finalement enrichir notre connaissance au moment de faire le plan masse. Voilà, un élément, c'est que nous, on arrive toujours un peu trop tard. Souvent, j'échange avec des architectes, par exemple, qui, une fois que le plan masse est fait, nous disent « Bonjour, monsieur l'écologue, où est-ce qu'on peut mettre des nichoirs, des abris insectes, végétaliser le toit, etc. » Et puis, c'est souvent trop tard, parce que le rôle de l'écologue, c'est aussi conseiller sur où est-ce qu'on implante le bâtiment, comment on l'implante, quelle hauteur, pour pas abîmer des continuités écologiques, comment on choisit, comment on anticipe en fait finalement avant que le plan masse soit fait. Voilà, donc un mot-clé, c'est aussi l'anticipation. Donc un diagnostic écologique qui va permettre d'éviter des situations qui se sont multipliées ces dernières années où finalement on fait une erreur. Alors ici c'est un exemple qui est connu. Et qui a été l'extension du Palais de la musique et des congrès à Strasbourg. Un exemple un peu triste parce que suite à cette extension, enfin avant cette extension, il y a eu l'abattage de platanes et ils ont découvert une grande population de chauves-souris dans un des platanes. Et effectivement, là, si on avait fait faire un diagnostic écologique, et là, il suffit de quelques passages de naturalistes pour vérifier, ils vont tout de suite aller vers les vieux arbres, parce que vous savez que les vieux arbres à cavité, ils hébergent souvent des espèces intéressantes et en l'occurrence protégées quand il s'agit de chauves-souris. Eh bien, on aurait pu éviter ce type d'accident. D'autant plus que quand c'est des espèces protégées, après, vous tombez dans le régime des impacts à compenser, aussi des amendes, parfois des sanctions, etc. Donc avoir une connaissance sur la biodiversité, c'est mettre les chances de son côté. Et puis les chauves-souris, alors bien que pendant le Covid, elles n'avaient pas un capital sympathie énorme, aujourd'hui c'est aussi un atout finalement pour les projets. On aime bien les chauves-souris et c'est des espèces extrêmement intéressantes. Donc depuis, ce qui est intéressant, c'est que Strasbourg, hormis cet exemple qu'on cite souvent, mais qui fait pas honneur à Strasbourg, qui est pourtant peut-être en France l'une des villes les plus actives dans le domaine de la biodiversité, qui a été lauréate 2 fois du concours Capitale française de la biodiversité, vraiment exemplaire, et cet incident leur a permis de rédiger une charte pour la prise en compte des oiseaux et des chauves-souris dans la gestion du patrimoine arboré, une charte qui est remise à chaque aménageur public et privé et qui indique notamment de faire des prospections avant d'aménager et d'aménager des habitats aussi pour les chauves-souris. Donc ça fait avancer les choses aussi, ce type d'erreur. Un diagnostic écologique pour éviter des erreurs comme celle-ci, mais aussi un diagnostic écologique pour anticiper le chantier. Il y a beaucoup d'impacts du bâtiment qui se font à l'étape chantier.
Parce que on va tasser les sols, parce qu'on va passer en camion, parce qu'on va produire des nuisances, etc. Et donc là aussi, il y a un calendrier à respecter. Je vous en ai mis une image ici. Évidemment, en fonction des espèces, ça va changer, mais disons qu'entre avril et août, c'est là que les espèces ont une sensibilité très forte et qu'elles vont être les plus actives et qu'il faut faire attention. Donc, essayer de respecter le calendrier des espèces pour éviter de dégrader des nichés, par exemple, qui seraient au sol, qui seraient dans des haies, pour éviter de détruire des massifs de plantes. On peut mettre en œuvre plein d'adaptations et je vous ai mis un guide ici très bien fait par la Ligue de protection des oiseaux et des partenaires sur biodiversité et chantier, toutes les solutions pour protéger les espèces avant le chantier. On peut mettre aussi des panneaux de sensibilisation. Attention, ici il y a une mare, il ne faut pas rejeter de produits toxiques, il faut éviter de déverser des déchets, etc. Des zones de silence parfois, ça existe aussi dans les chantiers. Attention, il y a une nichée ici, c'est une zone de silence où on ne fait pas passer les camions, etc. Voilà, ça demande quand même tout un tas d'adaptations, mais ça peut permettre aussi d'avoir des résultats plus rapides après, parce que la biodiversité va reprendre au lieu de partir de zéro. Donc, pendant le chantier, évidemment, protéger les arbres. Alors, on a souvent, on met souvent des protections, vous savez, autour du tronc des arbres pour les protéger des impacts, etc. Il faut savoir ce qui compte le plus pour les arbres, c'est d'établir un périmètre de protection, comme on le voit sur cette photo ici ou sur le dessin, pour éviter de tasser les sols et d'endommager les racines et du coup de plomber un petit peu la croissance de l'arbre et l'infiltration de l'eau qui va avec. Donc ce qui est recommandé au niveau du chantier, c'est d'assurer ce périmètre de protection qui va dépendre du diamètre du tronc. J'ai mis un tableau, vous aurez les éléments après, vous pouvez retrouver les éléments, j'ai mis des liens dans la présentation. Au plus l'arbre est grand, le tronc est important, au plus le périmètre de protection autour de l'arbre doit être important. Et donc ça, non seulement ça permet de protéger les arbres, et ça incite aussi à préserver les arbres existants au moment du chantier et à organiser son plan de chantier par rapport à ça. C'est aussi ça, prendre en compte la biodiversité dans son projet. Et finalement, ils sont assez rares les projets où on va préserver l'existant. Voilà, je le disais au début, hein, le réflexe a longtemps été, on fait table rase, on fait propre, entre guillemets, et puis on vient ensuite ajouter des espaces verts tout neufs. Non, ça c'est des réflexes anciens de paysagistes un peu traditionnels, on va dire. Aujourd'hui, l'idée c'est d'insérer son projet dans l'environnement existant et donc d'essayer de conserver un maximum d'arbres, de mares si elles existent, de massifs de plantes, etc., d'ourlets, et de venir se mettre dedans. Je vous mets un super exemple ici, peut-être que vous connaissez le quartier de la Courouse à Rennes, sur une ancienne friche militaire. C'est un gros projet hein, d'une centaine d'hectares, et un paysagiste et écologue ont travaillé ensemble ici, notamment pour conserver les arbres. Donc vous avez en photo ici des arbres qui sont plus vieux que les bâtiments, et qui ont été non seulement protégés, mais avec aussi un périmètre, vous voyez, qui n'est pas imperméabilisé autour de l'arbre pour éviter de l'endommager, de tasser et conserver le réseau racinaire tout en offrant une gestion des eaux pluviales. Donc c'est possible. J'ai vu un autre exemple dans le parc habité des Sécheries à Bègles, où vous voyez là aussi on est sur des bâtiments qui sont sortis de terre en 2017 et des arbres qui ont près de 60 ans pour certains d'entre eux. Et là aussi, ça s'anticipe, ça a été possible grâce à un bon diagnostic écologique et grâce à une discussion architecte-écologue. Et peut-être qu'en ville, c'est justement là où on va pouvoir essayer de préserver les arbres le plus longtemps possible. Si on en croit certaines études, l'espérance de vie, c'est 40 à 60 ans. Pour les arbres dans les milieux urbains, c'est rien du tout quand on sait qu'un arbre adulte, c'est plusieurs centaines d'années. Et une autre étude australienne qui disait si on arrive à protéger les arbres 40% de plus que la durée de vie actuelle, ça aurait mécaniquement des impacts sur l'ensemble de la biodiversité. C'est-à-dire ceux qui se vivent sur ces arbres, ceux qui se nourrissent de ces arbres, les insectes, ceux qui logent dedans, etc. Donc il y a un vrai enjeu aussi autour des arbres, il y a un enjeu de capital sympathie citoyen aussi
très peu de citoyens tolèrent qu'on abatte de vieux arbres et grands arbres. Donc c'est aussi un pilier important pour agir. Faire un diagnostic, préserver les arbres, préserver les sols, aussi intégrer ces fameuses continuités écologiques et corridors écologiques, notamment dans la ville dense. Les projets en ville dense, il reste plus beaucoup de place pour que le vivant puisse se déplacer et s'adapter. Et donc, il est absolument primordial de maintenir des connexions. Et ces connexions vont dépendre en fonction des espèces. Évidemment, les mammifères n'empruntent pas les mêmes connexions. Le renard ne va pas passer au même endroit que le lézard des murailles, qui ne va pas passer au même endroit que un papillon ou qu'un oiseau, etc. Donc, cette idée de corridor écologique est séduisante sur le papier. Elle est aussi complexe parce qu'elle demande de comprendre le besoin des espèces et de leur déplacement. Et là aussi, c'est quelque chose sur lequel on peut grandement s'améliorer. Aujourd'hui, je vois beaucoup de dessins, on va dire, où les continuités écologiques sont représentées sous forme de coups de crayon. En gros, on trace entre deux espaces verts un trait vert et puis on dit, voilà, là, il y a une continuité écologique. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Il faut faire des études préalables. Et là, je raccroche à mon diagnostic écologique en vous mettant un exemple ici qui n'est pas forcément lisible, mais l'idée est là, c'est sur un projet de ZAC à Croissy-Beaubourg, en Seine-et-Marne. Le bureau d'études a fait un véritable diagnostic écologique de l'implantation du projet par rapport aux continuités écologiques, y compris en indiquant là où il y avait des effets de coupure, c'est-à-dire ici la faune ne peut pas passer, ici la faune a du mal à passer, donc on va devoir rétablir par exemple des passages à faune, on va devoir planter des haies pour que la faune puisse continuer à se déplacer, ou on va devoir mettre en place une gestion adaptée aux espèces qui sont susceptibles de se déplacer dans ce quartier. Donc c'est aussi un aspect absolument fondamental de la prise en compte de la biodiversité dans les projets, et c'est quelque chose sur lesquels les organismes instructeurs, notamment quand vous avez des études d'impact à faire, sont de plus en plus vigilants. Un de mes rêves, c'est qu'on arrive à créer un jour des quartiers sans clôture. Alors, en France, culturellement, c'est vrai qu'on a un attachement à la clôture, au grillage, etc. C'est pas le cas dans tous les pays. Mais un moyen aussi de préserver ces corridors écologiques et de permettre aux espèces de se déplacer, c'est de minimiser les clôtures. Un exemple ici, dans l'écoquartier des Docks de Ris, à Ris-Orangis, où il n'y a pas de séparation entre l'espace public et privé, et donc un déplacement des espèces qui est facilité. On peut aussi faire des haies. Alors une haie, c'est pas forcément un alignement d'arbres. Une haie, ça peut être 3, 4, 5 mètres de large, avec différentes espèces, différentes strates. On peut aussi, si on ne peut pas se passer de barrières mitoyennes, laisser des petits passages pour les hérissons, des petits passages pour les micro-mammifères, en dessous des barrières ou dans les grillages, etc. On peut aussi avoir des gabions qui deviennent des habitats pour certaines espèces, comme le lézard des murailles, qui reproduisent un peu les habitats en pierre sèche. Donc ça, aujourd'hui, par exemple, une ville comme Strasbourg inscrit ça dans son PLU, où on a des modalités sur l'installation des clôtures ou la suppression des clôtures. Donc c'est aussi demandé de la part des municipalités. On peut remplacer les clôtures par du végétal. Là aussi, un autre exemple de haie plessée à Strasbourg qui permet de séparer deux espaces. Je l'ai vu aussi il n'y a pas longtemps à Boulogne-Billancourt, en Île-de-France, dans un parc. On peut utiliser des sols comme ça, tressés, pour créer des barrières naturelles. On peut aussi utiliser le vivant dans l'architecture de l'espace. Et ce qui me permet d'embrayer sur cette question des continuités écologiques, elle va aussi être conditionnée par la gestion qu'on applique aux espaces. Et donc, un moyen d'intégrer le vivant dans les projets immobiliers, c'est aussi d'avoir des espaces verts. On disait qu'il faut tout à l'heure, je disais, il faut des espaces verts en quantité, 45% à peu près, selon cette étude, mais il faut aussi des espaces verts en qualité. C'est-à-dire sortir du régime traditionnel de l'espace vert tondu, du gazon, qui sont très peu diversifiés en espèces, qui sont tellement gérés qu'ils n'accueillent plus les insectes pollinisateurs, etc., vers des espaces verts en gestion écologique. Alors je pense que
vous êtes tous au fait de ce qu'on appelle la gestion écologique, la gestion différenciée. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment la norme dans beaucoup de collectivités. On va moins entretenir, moins tondre. Jusqu'à parfois laisser des espaces quasiment en libre évolution et intervenir très très peu dans l'année. Un exemple ici à Saint-Lunaire en Bretagne, avec un espace vert qui fait l'objet d'une fauche triennale. Donc c'est très très peu, très extensif, tout en y intégrant dans ces espaces verts des habitats pour des espèces particulières. Ici, un habitat sablonneux pour des espèces qui vivent dans le sable, sabulicole ou terricole. Et donc, les espaces verts ne sont plus juste des espaces verts pour les humains, ici, ils deviennent aussi des habitats pour les espèces. Et on peut faire ça dans les résidences, on peut faire ça dans les espaces privés, dans les entreprises, etc. Pour autant, on a besoin de communiquer. Voilà, un des facteurs clés de la réussite de la conception et la gestion écologique, c'est de communiquer, mettre un petit panneau pour expliquer, mettre en scène aussi l'écosystème en tondant sur les espaces de cheminement et en laissant les autres s'exprimer. Voilà, tout ça se prépare et c'est là aussi l'importance de l'écologue dans le projet, c'est de trouver l'argumentaire et de préparer cette conception et cette future gestion. Un des leviers également pour augmenter le taux de pleine terre dans les projets immobiliers et répondre à la fois à la question de l'adaptation au changement climatique, c'est d'assurer des espaces de gestion des eaux pluviales par la nature. Voilà, vous savez que c'est aussi de plus en plus une exigence dans les PLU, c'est aussi une exigence des agences de l'eau. Pour éviter la saturation des réseaux, pour éviter les problèmes liés au ruissellement, on essaie de faire en sorte aujourd'hui d'absorber l'eau là où elle tombe et donc d'utiliser le plus possible des espaces naturels, des espaces filtrants pour absorber un maximum d'eau de pluie. Et c'est aussi un levier finalement pour laisser de la pleine terre dans les projets. Quand on va vouloir infiltrer, alors ça peut être par différents types d'aménagements, ça peut être des noues. Alors ça se fait de plus en plus, c'est devenu assez classique dans les projets d'aménagement de conserver des noues végétalisées ou des fossés végétalisés qui vont récupérer l'excédent d'eau de pluie. On peut utiliser des pavés enherbés, des dalles enherbées non jointées. Mais ça peut être aussi des mares, comme la photo en haut, où on va directement connecter les gouttières aux mares, et donc des mares qui vont être temporaires ou annuelles, qui n'ont pas besoin d'être gérées parce qu'elles se végétalisent toutes seules. Qui sont pas forcément un problème pour les moustiques. Peut-être qu'il y aura la question, c'est souvent la question qu'on pose, mais les moustiques, notamment le moustique tigre, son mode de vie, c'est plutôt les pots de fleurs ou les petites flaques sur les toitures bétonnées. Ils préfèrent le béton finalement que la végétation. Et puis les mares, si on laisse venir la végétation, ça veut dire des prédateurs, et qui dit prédateur dit consommateur de moustiques, notamment les larves de libellules, vous savez, ces petits... ces grosses larves qui ressemblent à des aliens, les chauves-souris, notamment les oiseaux qui peuvent consommer plus de 1000 insectes par nuit. Tout ça va permettre qu'il n'y ait pas forcément une problématique avec les moustiques. Alors, en termes de conception, souvent ces ouvrages, ils sont un peu faits de manière très artificielle quelque part. C'est un coup de pelleteuse et puis on va semer du gazon. Voilà, ça marche pas forcément bien, donc il faut là aussi suivre les préconisations des écologues. Creuser une mare, ça demande des spécificités techniques, il faut faire des pentes douces, il faut avoir le bon substrat. Creuser une noue, il faut prévoir de pas trop la tasser pour qu'il y ait de la végétation, etc. Là aussi, se faire accompagner, c'est toujours intéressant. Deux exemples de noues ici. Pour vous illustrer que parfois on prévoit des noues et elles ne fonctionnent pas, mais là vous avez deux bons exemples où il faut absolument prévoir que l'eau aille vers les noues. Alors ça paraît évident, mais si vous vous baladez sur l'espace public, et j'ai repris cette diapo de l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui constate que souvent on a des bandelettes bétonnées, des trottoirs qui empêchent l'eau de ruisseler vers ces ouvrages. Et donc l'idée ici, c'est d'avoir des points d'entrée d'eau, d'avoir une pente qui va vers les espaces verts pour bien avoir cette fonction de rétention et de stockage de l'eau. Et donc dans les erreurs à éviter, dans tous ces ouvrages de gestion des eaux pluviales, et en général, l'emploi de bâches plastiques, de géotextiles,
non seulement on vient plomber le bilan carbone de nos aménagements paysagers quand on a tendance à surutiliser le plastique, mais deuxièmement, ça sert à rien. On utilise souvent des bâches plastiques pour éviter les mauvaises herbes, sauf que les mauvaises herbes, le plastique se trouve très facilement après quelques mois, les mauvaises herbes, elles poussent quand même. Il y a des dépôts de terre issus du ruissellement qui vont faire que les graines des plantes dites indésirables vont venir pousser quand même. Donc ça ne sert à rien, vaut mieux remplacer par un paillage, vaut mieux remplacer par des plantes couvre-sol. Et de toute façon, dans les noues par exemple, des études montrent qu'au plus elles sont végétalisées, au plus elles vont avoir une végétation dense, au plus elles vont avoir une capacité d'infiltration. Donc ces artifices qui sont souvent vendus par des entreprises n'ont pas forcément d'utilité. Et moi, je soutiens qu'on doit aller vers un paysagisme low-tech le plus possible. Ici, une noue qui a été trop tassée lors des travaux. Voilà, on peut aussi faire des noues qui, on peut aussi essayer d'éviter de trop tasser les futurs espaces verts pour conserver leur capacité d'infiltration. Et attention à la gestion trop intensive, comme pour tous les espaces verts. Si on tombe trop fréquemment, on supprime la banque de graines des années suivantes, on supprime une bonne partie des insectes. Donc, conception écologique va avec gestion écologique. Et un autre exemple de conception architecturale pour préserver les sols, des bâtiments sur pilotis. Ici, c'est l'écoquartier du Séquet à Bayonne. J'en parle parce que c'est sûr que les fondations en radier ont forcément dégrade les sols. On ne peut pas faire du pilotis partout, mais ça peut exister en bâtiment collectif. Et ici, j'ai trouvé l'idée séduisante de cet architecte qui a souhaité conserver la topographie du sol initial et implanter les bâtiments tout en conservant les arbres aussi qui étaient déjà là. Et donc ici, on est sur une gestion des eaux pluviales 100% à la parcelle. Il n'y a pas de canalisation d'eau pluviale. Tout est infiltré directement dans les sols. Trame verte, trame bleue, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel aujourd'hui. Un des facteurs qui va jouer aussi sur la prise en compte de la biodiversité dans votre projet de construction ou de rénovation, c'est le maintien d'une trame noire, c'est-à-dire de limiter la pollution lumineuse. Alors pour des questions énergétiques évidemment, mais aussi pour des questions de biodiversité, parce qu'il y a pas mal d'espèces qui fuient la lumière. Et donc là, les préconisations, elles sont très simples et de 4 ordres. 1, on arrête d'éclairer le ciel et on éclaire seulement là où on en a besoin, donc l'orientation. 2, on utilise des couleurs qui ne gênent pas trop les espèces, notamment les longueurs d'onde jaune, orange, au lieu des longueurs d'onde blanches et bleues et bleutées qui vont avoir un impact sur la santé humaine et les espèces. 3, on réduit l'intensité, simplement pour que ça nous permette de voir. Et 4, on réduit la période. On peut éteindre à certaines périodes de la nuit. Là, ça aura un effet direct, finalement, notamment dans les projets de rénovation sur la biodiversité. Alors, j'en termine avec 2 aspects. Parce que je pense que le temps s'écoule aussi. On peut aussi évidemment accueillir la faune sur les bâtiments. Il y a eu la grande mode des nichoirs. On met des nichoirs un peu partout. Voilà, là aussi, il faut bien faire appel aux écologues en amont. Ça sert à rien de mettre des boîtes aux lettres un peu partout qui vont pas être adaptées aux espèces. Il faut savoir que chaque espèce a des besoins particuliers. Et encore, c'est pas mathématique. On n'est pas sûr que ça fonctionne. Mais l'implantation en hauteur, la dimension du nid, etc., tout ça se prévoit en amont. Des mésanges qui ont besoin d'être un peu éloignés les unes des autres, par exemple. Il existe, voilà, et ça on sait faire aujourd'hui quand on fait appel aux écologues. Pour chaque espèce, il y a des aménagements qui existent, même avec l'isolation thermique par l'extérieur, sous les gouttières, pour les rapaces, il faut que ça soit un peu plus haut, etc. Mais rappelez-vous que pour les oiseaux, il faut surtout des arbres. Voilà, avec les nichoirs, tous les habitats de substitution, les abris, les nichoirs, etc., ne remplaceront pas les arbres et notamment les vieux arbres à cavité dans les projets. On peut aussi intégrer les chauves-souris. Un très bon exemple ici de rénovation thermique par l'extérieur qui prend en compte une espèce de chauve-souris qui a été découverte à Sisteron dans les Alpes. La beauté de l'histoire, c'est qu'ils ont réussi à refaire l'isolation par l'extérieur en intégrant un bardage bois avec une fente de
2 cm. Les chauves-souris, il leur faut 1,5 cm pour s'installer, avec une fente qui permet aux chauves-souris de recoloniser la façade après l'isolation. Donc là aussi, c'est du dialogue, finalement, de la coopération entre architectes, entre naturalistes, entre écologues. Ouais, j'en termine avec la question de la végétalisation du bâti, des toitures, des façades. J'en parle toujours en dernier parce que c'est un peu devenu la norme aujourd'hui. On sait faire, on le fait de plus en plus. On sort d'une étude de 3 ans sur les toitures végétalisées. C'est évidemment un bonus. On a montré que c'était qu'on trouvait des espèces intéressantes, que ça avait un intérêt en ville. Voilà. Mais pour autant, il y a quelques préconisations là aussi. L'idée, c'est de sortir un peu des systèmes standardisés. Vous savez, les plaquettes précultivées de sédum qui sont très uniformes. Il y a beaucoup de plastique aussi et qui se ressemblent un peu partout. Donc il y a aussi cette idée dans la végétalisation des toits de diversifier un petit peu les modes de conception. Et nous, ce qu'on trouve dans notre étude, c'est qu'il y a un intérêt de faire varier les profondeurs de substrat sur un même toit. Créer des conditions différentes, par exemple 8 cm, puis 30 cm, etc. Ça permet de créer des habitats différents pour la faune et des conditions aussi d'humidité différentes. On montre aussi qu'au-delà de 25 cm de profondeur de terre, la diversité en plantes ne va pas forcément augmenter. Donc peut-être que c'est pas la peine d'aller au-delà à 1 mètre, 1,50 m, etc. D'autant plus que la portance, il faut la prévoir. Mais que jusqu'à 25 cm, on a des conditions optimales pour la flore. Il y a aussi des travaux de l'agence de l'eau Seine-Normandie qui ont montré que 8 cm, c'était le minimum pour capter une pluie courante. Et ça recoupe avec nos travaux, où effectivement, entre 8 et 25 cm, c'est des profondeurs de substrat bien intéressantes pour capter des eaux courantes, notamment en Île-de-France. Voilà un exemple ici de jolis toits végétalisés à Bâle, où il y a une variation des hauteurs. Donc vous voyez justement, la végétation est différente, ça permet de créer des habitats et des formes différentes sur la toiture. Un autre exemple ici que j'ai eu la chance de revisiter ce matin, on avait une sortie terrain suite à une formation, c'est issu aussi d'une superbe collaboration entre les architectes Chartier d'Alix et l'écologue Aurélien Huguet, où dès le départ, ils ont travaillé sur la végétalisation de cette toiture qui est l'école des sciences et de la biodiversité à Boulogne-Billancourt, qui combine 2 milieux différents, un milieu prairial avec une prairie de fauche, qui attire des espèces aujourd'hui qu'on va trouver dans des prairies en dehors des milieux naturels, donc une biodiversité assez exceptionnelle, et puis un petit boisement sur le toit aussi qui crée un îlot de fraîcheur l'été. Et qui, là aussi, est issu d'espèces qui n'ont pas un fort développement racinaire pour éviter d'endommager la toiture, mais qui constituent un petit bosquet d'espèces diversifiées. Et les écologues suivent encore ce projet aujourd'hui. Il y a eu récemment, ils ont ensemencé du foin d'une prairie à côté de Versailles pour venir enrichir cette prairie urbaine. Donc c'est un projet qui a été fait en 2014 et qui est vraiment une vitrine de la biodiversité. Évidemment, il faut une portance énorme ici, on ne peut pas faire ça partout, mais ça montre à quel point on peut aussi quasiment recréer des milieux à caractère naturel dans les villes et sur les bâtiments. Et la façade ici, vous remarquerez qu'elle est unique, car elle est faite de blocs de béton dans lesquels ils ont laissé des infractuosités, y compris même des nichoirs, des trous pour les insectes, afin que le bâtiment se végétalise tout seul. Et cette idée aussi que les bâtiments puissent être colonisés par la nature est absolument intéressante. Et un autre exemple ici de Philippe Pégère, un paysagiste qui a fondé l'association Nature en Toit et qui lui aussi tenait à faire des toitures végétalisées qui s'inspirent des écosystèmes naturels. Et vous êtes ici sur le toit de l'Arche des Petites Bêtes aux eaux de Thoiry. On voit d'ailleurs la continuité paysagère entre le toit et le reste du paysage et le paysage alentour. Et là aussi, ils ont une idée hyper intéressante qui montre qu'on peut vraiment innover dans la végétalisation des toits et pas seulement acheter des systèmes précultivés sur des magazines. Ici, ils sont allés récolter les graines et les plantes de la prairie d'en dessous pour les implanter sur la toiture.
Et donc, il y a aussi cette idée de mimétisme, essayer de mimer les espaces naturels trouvés au sol et de les ramener sur le bâtiment. Et enfin, pour les collègues qui travaillent, il y a parfois des conflits entre les questions d'énergie et les questions de biodiversité. Et c'est vrai que on veut utiliser les espaces pour les panneaux solaires, parfois pour la végétation, etc. On peut faire les deux. Donc, je vous montre ici une expérimentation qui est en cours à Rungis, sur le toit du bâtiment d'ICAD, hein, il me semble, une thèse qui est financée par IES Paris et la Caisse des dépôts, sur les toitures biosolaires. Donc, c'est ce concept de combiner toiture végétalisée et panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques. Alors, ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'il y a un intérêt à la fois pour les plantes, parce que les panneaux créent des conditions différentes d'ombre et de lumière qui permettent d'agir sur la diversité des plantes, mais aussi un effet sur les panneaux, donc un double bénéfice, parce que les plantes transpirent quand on les arrose un petit peu ou quand elles reçoivent de la pluie, elles transpirent, elles rafraîchissent et donc elles améliorent le rendement des panneaux. Voilà, c'est aussi une innovation pour ne pas opposer, mais combiner les questions de nature et d'énergie dans les projets. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour laisser du temps aux questions. J'avais quelques diapos sur les façades, mais on peut en parler aussi pendant les questions. Voilà, afin de respecter le timing, je m'arrête ici et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Marc Barra, pour cette présentation. Alors, nous avons assez peu de questions. Alors, surtout, n'hésitez pas, vous qui avez suivi cette présentation, à poser vos questions dans la petite boîte en bas à droite de votre navigateur de webinaire pour poser vos questions. Et du coup, je les poserai à Monsieur Barra. Alors moi, je vais commencer par une question assez large. Vous avez parlé tout à l'heure du problème des moustiques, notamment, qui pourrait être réglé. Et de façon générale, comment réintégrer la biodiversité sans pour autant laisser les espaces invasifs proliférer, et notamment dans les grandes villes. Je pense notamment aux rongeurs. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une sorte de biodiversité entre guillemets choisie? Alors, c'est une vaste question, on pourrait travailler des heures. Il y a d'ailleurs eu énormément de thèses sur le sujet. C'est pas facile d'y répondre. Moi, mon point de vue d'écologue, c'est qu'il n'y a pas de biodiversité utile et inutile. Donc, je ne vais pas vous faire avancer beaucoup là-dessus, mais pour moi, la biodiversité, c'est accepter toutes les espèces. Et même si elles sont indésirables pour certains, c'est ça aussi le vivant. Toute espèce qui est sur Terre a forcément une utilité. Et la plupart du temps, l'utilité, c'est d'être le repas d'autres espèces, notamment les moustiques. Hein. Si on supprimait tous les moustiques, ce serait une catastrophe pour la biodiversité mondiale parce qu'ils servent d'aliments, de repas et de ressources pour beaucoup d'autres espèces. Donc cette notion d'utilité, d'inutilité, d'indésirable et désirable, elle est vraiment anthropocentrée, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur nos cultures, sur notre rapport à la faune, etc. Et difficile à traiter en ville. Mais quand je vous ai dit ça, je vous ai rien dit. La question du rat, c'est une question intéressante. Si on veut arrêter d'avoir du rat dans les villes, il faut régler la question des déchets. C'est pas la biodiversité le problème là, c'est les déchets. Et donc les rats, qui sont des espèces hyper opportunistes, intelligentes, elles se développent en ville parce que il y a énormément de déchets par terre. Voilà, donc régler la question des déchets serait déjà une première étape. La deuxième, c'est est-ce qu'on accepte, souvent quand il y a une espèce qui prend le dessus sur les autres, c'est parce qu'il n'y a pas les prédateurs. Mais dans d'autres villes, à Londres, pour celles et ceux qui connaissent, hein, il y a beaucoup plus de renards qu'à Paris. Les espaces verts sont plus grands, etc. Il y a aussi une plus grande tolérance de ces espèces-là. C'est un prédateur du rat et des souris, etc. Donc, est-ce qu'on accepte aussi en ville de voir revenir ce type de prédation? Et pour le moustique, alors le moustique fait partie des indésirables. Hein. Je vous disais, le moustique tigre, c'est nous qui créons les conditions pour qu'il se développe aussi. Hein, nos petits pots de fleurs, l'eau stagnante, etc. C'est pas quelques mares en ville qui vont démultiplier le nombre de moustiques. Souvent d'ailleurs, dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales, l'eau s'infiltre. Du coup, les œufs n'ont pas le temps d'incuber. Il leur faut quelques jours quand même. Voilà. Après, on peut travailler aussi sur ces certaines idées reçues. Hein. Moi, vous savez, on reçoit des lettres de gens qui disent on veut pas de feuilles mortes
sur le bitume parce qu'on risque de se blesser, etc. Bon, vous voyez qu'il y a des villes qui ont dépassé cette question-là et que ça fait partie aussi de la nature. En tout cas, il va être très difficile de trier. Je vous donne un dernier exemple. On nous demande souvent quels arbres il faut planter pour que ils soient adaptés au changement climatique de demain et aux canicules, pour qu'ils sentent bon, pour qu'ils fassent de belles fleurs, pour qu'ils ne perdent pas ses feuilles, pour qu'ils soient pas allergènes, etc. Je dis bon, bah, finalement, on va finir par planter des arbres en plastique. Comme ça, on aura réglé tous les problèmes. Mais voilà, une anecdote pour dire que c'est pas facile de trier finalement la bonne ou la mauvaise biodiversité. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions qui sont arrivées depuis, notamment une question de Stéphanie Leboniec. En dehors de la réglementation qui évolue dans le bon sens, comment est-ce qu'on peut inciter les aménageurs à inclure la biodiversité dans leurs projets? Effectivement, la réglementation déjà, c'est un premier pas. Alors ensuite, comment on peut les inciter? Il y a plusieurs formes d'argumentaire qui fonctionnent différemment en fonction des personnes. Évidemment, souvent, ce qu'on nous demande, c'est l'argumentaire économique. Il n'est pas facile. Mais les photos que j'ai montrées du passage à la gestion écologique, par exemple, tondre une fois par an au lieu de passer la tondeuse toutes les semaines dans sa copropriété, évidemment, c'est des économies. Donc il peut y avoir l'argument économique. Intégrer la gestion des eaux pluviales via des espaces verts, c'est aussi un argument économique, parce que vous pouvez supprimer des cuves enterrées, vous pouvez supprimer des réseaux, etc. Donc généralement, si on peut limiter ces coûts en intégrant la nature, celle qui va rendre des services, stocker de l'eau, réduire la chaleur, réduire le niveau d'entretien, etc. Voilà, ça peut être l'argument économique. Ensuite, il y a l'argument social, culturel, des habitants. Je pense qu'on a des habitants qui sont parfois en demande de nature. Et donc, c'est aussi un moyen de convaincre en disant que on va réserver des jardins partagés, qu'on offre plus d'espaces verts aux locataires, qu'on va faire de la pédagogie autour de la nature. Voilà, c'est une partie de l'argumentaire. Donc je dirais il y a la nature un peu servicielle, celle qui va nous rendre des services. D'ailleurs, on utilise le terme de solutions fondées sur la nature aujourd'hui, c'est-à-dire toutes ces solutions qui vont découler de la nature et qui peuvent nous permettre de convaincre. Après, on peut pas convaincre tout le monde. C'est vrai que c'est culturel, comme c'est pas obligatoire aujourd'hui. Bon, ben c'est parfois ceux qui veulent et ceux qui veulent pas. Voilà. C'est vrai qu'un toit végétalisé, bah, ça va coûter un peu plus d'argent. Ça demande pas beaucoup d'entretien, mais quand même, etc. Donc souvent, moi, les exemples de projets vertueux que j'ai vus, c'était aussi pour une question d'image, cette volonté d'afficher un projet vertueux en faveur de la biodiversité qui augmente l'image de l'entreprise, qui augmente l'image, l'attractivité de la collectivité. Voilà un petit peu l'argumentaire. Merci beaucoup, Marc. Une question de Lisa Puissant. Avez-vous un exemple réussi de nous en territoire avec des eaux de ruissellement polluées, et notamment dans les zones d'activité? J'en ai pas en tête. J'ai plein d'exemples de nous réussis. Par contre, les eaux polluées, c'est-à-dire polluées avec. Alors, je ne sais pas si on peut répondre en direct préciser en direct la question, mais c'est des eaux polluées par métaux lourds, ça me semble compliqué parce qu'après ça pollue les sols. Les hydrocarbures, ça dépend. Alors là où j'ai un exemple, c'est sur les parkings. Les parkings, il y a pas mal de parkings qui ont été transformés en parkings perméables ou avec une noue centrale qui permet de récupérer les effluents de parking. Et on sait que les eaux de parking, bah, il y a des pollutions, des hydrocarbures, etc. Ce que disent les agences de l'eau, c'est que finalement, les plantes sont capables de traiter la pollution. Et il y a un intérêt aussi à faire de l'infiltration directe dans le sol, c'est que l'eau ne se concentre pas. Et donc, quand on a un parking, par exemple, si c'est tout bétonné, eh bien, l'eau va se concentrer et concentrer les polluants par la même occasion. Et du coup, on ne pourra plus les rejeter en milieu naturel. Quand l'eau tombe directement dans le sol, le polluant est dilué. Et du coup, il y a cette capacité des plantes aussi à dégrader les hydrocarbures, des bactéries à dégrader les polluants. Donc généralement, qui dit ouvrage végétalisé dit tolérance d'une petite pollution. Après, sur les sites industriels, j'ai vraiment pas la réponse. Mais du coup, je le note et je chercherai. Je vous remercie.
Une question de Nicolas Robin. Étant bailleur social, existe-t-il des aides financières pour inciter à la biodiversité? Oui. Oui. Alors, il y a pas mal d'aides financières. Elles sont différentes en fonction des régions. Alors, je vous conseille, on a fait un webinaire avec le portail Aide Territoire. Si vous m'écrivez, je peux vous renvoyer le lien, mais le lien il est disponible sur le site de l'ARB Île-de-France pour faire un récapitulatif de toutes les aides disponibles sur la biodiversité. Donc ça, vous pouvez consulter ce site internet, Aide Territoire, dans la rubrique biodiversité. Il y a aussi, en région Île-de-France, pour ce que je connais, il y a pas mal d'aides dans le cadre d'appels à projets de la région, des aides sur les îlots de fraîcheur, par exemple, des aides aux toitures végétalisées, récemment, qui font partie du même package avec les îlots de fraîcheur, et donc justement avec des aides qui incluent un certain nombre de critères sur la profondeur du substrat, etc. Il y a des aides sur un appel à projet biodiversité qui peut correspondre à des projets d'aménagement aussi, des espaces verts dans les projets d'aménagement. Il y a tout un tas d'aides aujourd'hui qui se développent, et puis il y a surtout les aides de l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui sont dédiés justement à l'infiltration des eaux pluviales, mais qui peut financer des toitures végétalisées, des noues, des mares, des espaces en creux, des espaces verts en creux, etc. Voilà. Et puis pour les projets de renaturation, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un thème sur lequel on travaille beaucoup. C'est-à-dire si vous avez un parking à désartificialiser, à déminéraliser pour le remplacer en espace vert ou quelques places de stationnement, il y a un dispositif qui est né qui s'appelle Île-de-France Nature, qui est le nouveau nom de l'Agence des espaces verts d'Île-de-France, et qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt justement pour ces projets de renaturation. Donc ça commence à venir, les aides. Merci beaucoup. Alors, une question à destination des architectes en particulier, c'est Isabelle Delu qui pose cette question. Comment se calcule le prix d'une étude d'écologue en tant qu'architecte? Comment pouvons-nous inciter les promoteurs à faire appel au service d'un écologue sur des projets urbains de taille modeste? Le prix il est très variable, non seulement en fonction de la surface du projet, mais aussi en fonction du nombre d'espèces à inventorier. Donc ça, c'est l'écologue qui va vous le dire. Est-ce qu'il y a des enjeux très forts ou pas? Donc évidemment, quand je disais un diagnostic écologique 4 saisons, c'est l'idéal, mais généralement on n'arrive pas à faire les 4 saisons, donc on va passer quelques fois dans l'année. Voilà, ça dépend. Nous, on renvoie vers des bureaux d'études ou des écologues à leur compte. Il y a de plus en plus d'écologues à leur compte qui font ce type de prestations. Et donc, pour un projet de taille modeste, c'est peut-être ça la solution. Faites appel à un écologue à son compte. C'est le prix d'une prestation de consultant à la journée, voilà, généralement. Et ça peut être quelques journées en mai et en juin, ou en mai et en juillet. C'est là que les prospections sont les plus intéressantes parce qu'on peut couvrir le plus d'espèces. Voilà. Alors après, il faut m'écrire pour que je vous mette en contact avec des écologues. Et le prix peut varier. Ça, c'est vraiment dépendant de la surface du projet et des jours qui doit passer. Comment convaincre là encore, ça revient à la question de tout à l'heure, l'argument un peu utilitariste. Il nous faut un écologue parce que c'est lui le spécialiste d'une bonne conception, c'est lui qui va nous donner qui va nous éviter qu'on fasse des erreurs, par exemple qu'on détruise des espèces protégées, qui va éviter qu'on fasse une toiture végétalisée qui va se dégrader dès l'année d'après parce que il y a des bouts de plastique ou parce que elle fonctionne pas au niveau de la rétention d'eau, etc. Qui va éviter d'implanter des espèces horticoles dans les espaces verts qui vont pas tenir avec les conditions climatiques ou le sol, etc. Voilà, c'est un peu l'écologue, c'est l'assurance aussi d'éviter de faire des erreurs quand on veut toucher aux questions de nature en ville. Une question de Camille Bretas. Existe-t-il un rôle vis-à-vis de la biodiversité des fontaines à circuit fermé en milieu urbain? Est-ce que c'est compatible? C'est vraiment pas mon domaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que il y a un rôle pour dans les périodes de canicule. Les espèces elles font comme nous, notamment les oiseaux. Ils viennent s'abreuver aux fontaines. Donc je pense qu'il y a forcément un rôle pour la ressource en eau. Ensuite, si c'est en circuit fermé, pour le végétal, il n'y a pas forcément d'intérêt, etc. Donc je dirais que c'est assez limité.
mais c'est un autre rôle plus social, et notamment par rapport à l'adaptation au changement climatique et aux îlots de chaleur. D'accord. Une autre question de Isabelle Ricardiella. Quel ratio de surface faut-il pour recueillir 100% des eaux pluviales dans une mare? Très précis. Ah oui, c'est très précis. Je pense pas qu'on puisse donner un ratio aussi précis. Ça dépend de la pluviométrie, là encore. Si on est sur une pluie courante, c'est à peu près 8 mm en 24 heures. Si on est sur une pluie décennale, on est à peu près sur 50 mm en 24 heures, donc c'est pas du tout le même débit. C'est des questions qu'il faudrait poser à l'agence de l'eau, qui font ce type de calcul. Mais en tout cas, en fonction de l'emplacement, si on est en Île-de-France par exemple, on connaît les pluies moyennes à l'année. Et les débits, il faut calculer ensuite ces débits de sortie de gouttière, si on raccorde la gouttière à la mare, et ensuite dimensionner la mare. Mais après, la mare, elle peut avoir un rôle, on n'est pas obligé de renvoyer toutes les eaux pluviales dans la mare. Ça peut être des mares temporaires qui se remplissent que par temps de pluie et qui sèchent après. Ça a aussi un rôle intéressant pour certaines espèces. Mais si on veut effectivement relier, il faut faire un calcul préalable du débit de l'ensemble des gouttières. Une question de Elsa Alfonsi. Sait-on s'il y a une hauteur entre guillemets acceptable pour que les toitures puissent participer aux continuités, entre parenthèses trame verte? Existe-t-il des travaux de recherche sur ces questions et pour quelles espèces? Très bonne question. Nous, dans notre étude sur les toitures végétalisées, on a étudié 40 toitures. La plus haute était à 21 mètres. Voilà. Et à 21 mètres, on trouve encore des espèces intéressantes, on trouve des pollinisateurs, des insectes, etc. Donc il y a un intérêt. Cependant, on n'a pas pu le confirmer statistiquement, etc., parce qu'on n'avait pas de bâtiment plus haut pour faire un comparatif. Mais c'est une question qui anime un peu les chercheurs. Certains disent que les insectes qui montent en hauteur ou qui aillent en longueur, il n'y a pas de problème, on peut en trouver très haut dans la ville. D'autres qui disent non, à une certaine hauteur, ça commence à être compliqué pour les insectes pollinisateurs, et puis notamment parce qu'il y a plus de vent en hauteur et que c'est compliqué pour les insectes et pour la diffusion des graines. Donc une question qui n'est pas tranchée. Je pense que c'est d'autres paramètres qui vont nous faire arbitrer là-dessus, la consommation énergétique, le paysage, etc. En tout cas, à 20 mètres, qui fait un bâtiment de plusieurs étages en ville dense, on a de la biodiversité sur le toit et elle fonctionne plutôt pas mal. Je vous remercie. Une question de Yannick Labro. Quel est votre avis sur les forêts urbaines type Miyawaki et leur capacité à accueillir la biodiversité en ville? Quels conseils donneriez-vous pour leur mise en œuvre pour qu'elle soit le plus bénéfique possible pour la biodiversité? Alors, bonne question, pas évidente. J'ai un avis très nuancé. Alors d'une part, je pense que moi, mon message, vous l'avez compris, c'est évidemment, tant qu'on peut planter en ville, allons-y. Planter de manière écologique, plutôt des espèces locales, etc. Donc évidemment, il faut encourager tout un chacun à planter des arbres, mais surtout à préserver ceux qui existent déjà dans les villes. Ensuite, oui, aujourd'hui, on est dans la mode des forêts Miyawaki. C'est un peu, il n'y a pas une collectivité qui a pas sa micro-forêt urbaine dite Miyawaki, etc. Il y a plusieurs nuances à apporter. Le premier, c'est qu'on ne peut pas parler de forêt. On est sur un boisement, parfois un bosquet. Donc une forêt, selon l'inventaire national forestier, c'est minimum 50 arts. C'est une complexité qu'on ne retrouve pas en ville parce qu'il y a des champignons, des arbres centenaires, du bois mort, etc. Donc on ne peut pas parler de forêt, c'est plutôt des boisements. La deuxième nuance, c'est que ces techniques de plantation qui existent depuis toujours, où on va planter une très très forte densité d'arbres sur un petit espace, fait qu'il y a beaucoup de mortalité. Donc ça peut parfois poser problème. Et ensuite, l'argument selon lequel on va avoir 30 fois plus de biodiversité, 30 fois plus de croissance, je ne sais plus exactement quels étaient les arguments, en très peu de temps, bon, c'est un peu survendu et marketing, etc. Et un dernier élément, c'est ça coûte du pognon quand même de payer une start-up pour faire une forêt Miyawaki, etc. Là où la collectivité peut aussi planter elle-même ou laisser pousser
parfois. Donc, dans le cadre du concours Capitale française de la biodiversité qu'on co-anime depuis plusieurs années, il y a des villes qui achètent des végétaux, notamment via la marque Végétal Local, pour 1 €. Alors, ils sont tout petits, ils poussent un peu moins vite, etc., mais qui plantent des haies et qui laissent le temps faire. On peut sanctuariser un rond-point et laisser pousser. C'est finalement ce qui se passe dans les friches, dont je parlais au début. Vous pouvez reconstituer des forêts en 25 ans, en 30 ans, via des friches laissées un petit peu à l'abandon. Voilà, donc intéressant. Il faut juste choisir le bon endroit, les bonnes techniques et faire attention sur les abus marketing, là où on peut parfois se débrouiller avec des moyens low cost et low tech. Merci beaucoup. Je prends une ou deux dernières questions avant de clôturer ce webinaire. Une question notamment de Bertrand Jacquier qui demande, dans un contexte d'aménagement urbain dépourvu d'un existant naturel, est-il pertinent de vouloir privilégier une palette végétale que l'on pourrait percevoir comme locale, ou peut-on s'orienter vers des espèces plus exogènes? C'est une bonne question. Alors, je suis pas puriste sur la question. Je pense qu'en ville, il y a la place pour à la fois de l'horticole, parce que c'est joli, parce qu'on aime ça, parce que ça attire aussi les insectes pollinisateurs. Il y a la place pour des espèces dites invasives. Moi, le buddleia, l'élante, le robinier, ça me pose absolument pas problème. C'est joli, ça fait du bois intéressant, ça peut vieillir et faire des vieux arbres. Et les plantes locales. Alors, l'intérêt en fait des plantes locales en ville, c'est surtout par rapport à l'adaptation au changement climatique. On est sur des plantes qui ont accumulé un bagage génétique et une mémoire quelque part des conditions climatiques du sol, de la région dans laquelle on se trouve. Et donc, quand on met des plantes locales, on s'assure déjà d'une adaptation du climat actuel, donc peut-être plus de chances d'adaptation du climat futur. Et ensuite, le deuxième intérêt de mettre des plantes locales, c'est que mécaniquement derrière, ça attire d'autres cortèges d'espèces. Voilà, il y a beaucoup de plantes horticoles qui n'ont pas leurs pollinisateurs, par exemple. Donc, quand vous mettez des plantes locales, et bien derrière, vous avez les insectes pollinisateurs, les coléoptères, les diptères, etc., les hyménoptères qui vont en dépendre et qui vont venir, et donc ceux qui vont les manger aussi. Voilà, c'est un peu cette idée de cycle. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'horticoles que de local. Donc, si on peut essayer d'inverser un petit peu la tendance, mettre un peu plus de local et toujours de l'horticole, ben, moi, ça me va. Voilà, on peut se permettre en ville de mélanger les choses, effectivement. Je vous remercie. Alors, c'était une question de Thomas Bombonnel, je prie de m'excuser. Et je vais prendre une dernière question, question de Sophie Robin. Avez-vous des exemples de projets récents, vertueux, de construction favorable à la biodiversité dans les dom-toms ou dans les milieux tropicaux de façon générale? Non, je connais pas assez. Je connais pas assez, malheureusement. Alors moi, après, en tant qu'ARB Île-de-France, j'ai souvent des exemples franciliens. Et quelques-uns en France métropolitaine, au gré notamment du concours Capitale française de la biodiversité. J'ai pas énormément d'exemples dans les dom-toms. Je me le note et j'essaierai de chercher, parce que peut-être qu'avec le dispositif Capitale française de la biodiversité, la Guadeloupe, la Martinique ont participé, la Guyane aussi et la Réunion. Donc on a peut-être des exemples de projets vertueux. Je vous remercie beaucoup, Marc, pour toutes ces réponses. On va s'arrêter là pour les questions. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Agence régionale de la biodiversité, arb-idf.fr, pour en savoir plus au sujet de la biodiversité dans les projets de construction et de rénovation. Ou vous pouvez prendre contact aussi directement avec Marc Barra, qui a laissé son adresse mail sur la première slide de cette présentation. Juste un mot avant de nous quitter. Pour les abonnés, vous pouvez retrouver cette présentation Keox en replay dans votre espace abonné. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez contacter via la boîte mail
keox.btp@infopro-digital.com si vous souhaitez obtenir la présentation de Marc Barra. Je vous prie de nous excuser aussi parce qu'on n'a pas pu avoir la vidéo durant ce webinaire. On a eu un petit problème technique. Ça sera rétabli la prochaine fois. Voilà, je vous remercie en tout cas beaucoup, Marc, pour votre présentation et merci à vous qui avez suivi ce webinaire. On se retrouve le mois prochain pour 2 nouveaux rendez-vous experts Keox cette fois-ci. Alors le premier en partenariat avec Moniteur Juris aura lieu le 17 mai prochain et portera sur les dispositions générales de la loi ENR. Il sera présenté par Ariel Guillaumeau et Sylvain Amanaka, tous deux avocats au cabinet Huglot Lepage. Et le deuxième webinaire qui aura lieu le 31 mai prochain portera sur la réversibilité des bâtiments et vous sera présenté par Anne Démiance, architecte et membre de l'Académie des Beaux-Arts à l'Institut de France. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci encore à vous, Marc Barra, pour cette présentation. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et à bientôt.